Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de retrouver la maison Istia sous un nouveau nom qui était Enseignement Slatkin et compagnie. On est ravi de vous retrouver avec deux auteurs qu'on n'avait encore jamais reçus, Charles Aubert pour Danser encore et Johan Iacono pour Les Vies secrètes de Vladimir. L'un en est déjà à son cinquième roman, il me semble, je crois que c'est le cinquième, et Johan Iacono est donc à son second. Mais en attendant, avant de parler avec les auteurs, avant de rentrer dans leurs œuvres et dans leurs deux ouvrages qui mettent en avant deux personnages historiques, certains connus, d'autres un petit peu moins, on va donner la parole à Louis parce que c'est toi qui choisis les auteurs dans la maison d'édition, entre autres. J'aimerais que tu nous parles déjà, dans un premier temps, de ta connaissance des deux auteurs, de Charles et de Johan. Comment as-tu découvert ces deux auteurs? Et comment as-tu aussi découvert ces deux manuscrits qu'ils t'ont probablement envoyés en amont? Merci beaucoup, Anthony. On est ravis de participer à Variant les éditions une fois de plus et bravo pour le chemin parcouru. Et merci pour cette question. Et Charles Aubert publie son cinquième roman chez nous, comme tu le disais. On a d'abord commencé par publier les polars de Charles, dont la trilogie qu'on a appelée la trilogie des couleurs, Bleu Calypso, Vert Samba, Rouge Tango, qui racontait l'histoire. C'était du polar qu'on avait appelé du polar doux. C'était des polars qui se passaient dans son coin, c'est-à-dire près des étangs de Thau, dans le coin de Montpellier. On a publié un quatrième livre de Charles qui s'appelait Talayuna, qui est aussi sous forme de polar, qui se passait sur une petite île déserte, enfin presque déserte. Et on publie avec bonheur ce cinquième livre de Charles, Danser encore, pour lequel Charles est sorti du genre du polar. C'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui un biopic. C'est l'histoire de ce boxeur dont on parlera plus tout à l'heure, qu'on appelait John Trollman, dit Rukeli. Et pour ce qui est d'Johan, c'est le deuxième roman d'Johan que nous publions. On a publié son premier roman qui s'appelait Le Stradivarius de Goebbels. Et Les Vies secrètes de Vladimir racontent la vie de Vladimir Mayakovsky. Et les deux livres, c'est vrai que, comme ce que tu disais, se ressemblent un petit peu parce que c'est raconter la vie d'un personnage au destin hors du commun, extraordinaire, en romançant un petit peu, en se plongeant dans cette époque qui est la même finalement, qui est à peu près la même pour les deux auteurs, et que nous sommes ravis de présenter aujourd'hui. Pour ce qui est de la manière dont ces textes sont arrivés, c'est rare que ça se passe comme ça dans les maisons d'édition. Souvent, les éditeurs font un petit storytelling, le manuscrit qui est arrivé par la poste et qu'on découvre. C'est vraiment ce qui s'est passé pour ces deux livres. Ce sont des textes qui sont arrivés par la poste, par le plus grand des hasards, et qu'on a découvert avec l'équipe éditoriale et qu'on a adoré tout de suite. Et on a la chance et le bonheur d'avoir ces deux grands écrivains avec nous aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un texte qui arrive un jour par la poste et une rencontre qui se fait, et puis un ou des livres qui suivent. Parfait. Alors maintenant, Charles et Johan, j'aimerais que vous nous parliez de ces deux hommes qui, en effet, sont totalement différents. L'un est boxeur tzigane sous l'époque nazie, l'autre, on a même du mal à le qualifier tant il a de qualificatifs. Il est quasiment inqualifiable, Mayakovsky. J'aimerais que vous nous parliez de votre découverte de ces deux hommes, que vous avez peut-être découvert à des moments différents, Mayakovsky étant évidemment un petit peu plus connu que Roukeli. Mais comment vous avez découvert ces deux personnages de l'histoire, on pourrait les appeler ainsi? L'un a été totalement tu par l'histoire, totalement, euh, comment dire, oui, tu réellement, sous cette époque-là. Et Johan, avec Mayakovsky, vous déterrez un individu qu'on connaît en France, mais qu'on connaît finalement un peu avec toutes les archives que vous nous avez trouvées. On en parlera tout à l'heure, mais j'aimerais que vous nous parliez de cette découverte, de ce petit bonbon que vous découvrez au début pour ensuite écrire un roman dessus. Ben, merci beaucoup. Merci. Ouais, Charles, tu voulais parler, non, c'est ça? Non, 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 c'est bon. vas-y. Non, bah, d'abord, merci beaucoup, Anthony, pour l'invitation. Merci à toutes et à tous.
Peut-être un mot pour confirmer d'abord ce qu'a dit Louis, c'est que c'est vraiment un envoi par la poste, hein, pour mon premier roman. Et donc, comme quoi, effectivement, c'est souvent des légendes, mais ça se passe vraiment. Et donc, ça se passe vraiment avec les maisons d'édition qui lisent ce qu'ils reçoivent. Et donc, c'est le cas de Louis et d'Istia et compagnie. Voilà, donc, voilà. Sur Mayakovsky, effectivement, alors il n'est pas si connu que ça en France, hein, voire pas, pas du tout, j'ose quand même presque dire ça. Euh, en revanche, en Russie, c'est vraiment voilà, le plus grand poète du XXe siècle. Voilà, c'est fait en termes de notoriété. Ce serait un peu comme un Victor Hugo en France ou un Charles Baudelaire. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est identifié par n'importe quel Russe, toute catégorie sociale confondue. Et, euh, et c'est vrai que suite à mon premier roman, donc, qui explorait la personnalité un peu méconnue de Nezuko Suwa, qui était une violoniste et que j'avais découvert au Japon avec des amis violonistes, là, je voulais continuer à explorer ce lien entre art et politique et j'avais envie voilà, de travailler quelque chose autour de la Russie. C'était avant le déclenchement de la guerre, hein. Voilà, donc bon, c'est un sujet aussi, mais beaucoup la littérature russe. Et je voulais surtout explorer la figure d'un artiste un peu particulière, d'un écrivain. Et en cherchant, j'ai dévié sur un poète, en fait, euh, parce que j'avais l'envie au-delà d'explorer le rapport d'un artiste face à un pouvoir un peu autoritaire, voire beaucoup. Je voulais aussi avoir quelque chose en contrepoint sur un artiste qui écrivait, sur sa façon d'écrire. En l'occurrence, c'est un poète, donc lui avait beaucoup voilà, une dimension très orale, mais il composait avec beaucoup de rythme. Donc, ça m'intéressait d'essayer dans un livre d'expliquer, de décrire comment il composait, il écrivait et voilà. Donc, c'est vraiment pour le coup en recherchant sur la Russie. Donc c'est la recherche et non pas le sujet qui est venu à vous, Oui, Johan. alors si je dis vrai aussi, ce nom de Mayakovsky, en fait, je l'avais dans Stéphane, enfin voilà, dans le groupe de rock où voilà où il y avait des influences un peu poétiques, révolutionnaires, et donc il y a eu un moment ce nom Mayakovsky, mais qui résonnait juste voilà dans mon esprit et voilà, et à un moment je me suis documenté sur ce poète, donc j'avais une vague connaissance. Et quand j'ai fait tout ce travail de recherche, comme je l'avais fait sur mon premier roman, c'est là où j'ai découvert vraiment la personnalité de Vladimir Maïkovski, ce personnage vraiment très entier, très romanesque, euh, et, euh, et vraiment ce touche-à-tout, parce que moi, ce qui m'a tout de suite impressionné, c'est que c'est un artiste qui est brillant dans plusieurs arts. Ça, je suis toujours impressionné par ça. Vous voyez, des gens qui ont vraiment plusieurs talents, mais excellents. Donc lui, en l'occurrence, il était très fort dans la peinture, le dessin, mais aussi dans le cinéma, puisqu'il a adapté Martin Eden de Jack London au cinéma, mais aussi dans le théâtre, dans la poésie, dans la littérature. Donc il m'a tout de suite impressionné voilà, par cette amplitude artistique et ensuite cette complexité intérieure, c'est un personnage très attachant qui a beaucoup de failles, de faiblesses, qui a eu une enfance très, très compliquée et surtout qui est un peu rejeté, entre guillemets, par sa muse et qui a vraiment, du coup, qui développe un problème d'affection, de reconnaissance qui va expliquer une grande partie de ses erreurs. Mais j'en dis pas plus. Je vois qu'on vous a peut-être fait une blague en éteignant la lumière, Johan. Non, c'est pas une blague, c'est une coupure, mais comme j'ai une coupure de courant, mais comme j'ai un ordinateur qui est indépendant, pour l'instant, ça va. Je vais aller voir, essayer de le rétablir. Et Charles, alors, quant à vous, parlez-nous de cette découverte de Rukeli. Là, pour le coup, j'imagine que c'est une découverte, en tout cas, on ne connaît pas Rukeli en France, ou peut-être que les spécialistes de boxe le connaissent, mais parlez-nous de cette histoire-là qui paraît totalement folle. Quand on découvre le passé de ce boxeur-là, on a du mal à comprendre que vous soyez le premier à en parler. Et j'aimerais que vous nous parliez de cela. Bon, je vais parler, j'en profite que moi j'ai de l'électricité, j'ai payé mes factures, donc, donc je vais en profiter pour parler effectivement
de cette rencontre avec Rukeli, en fait, je l'ai pas rencontré à l'occasion de ce roman. Je l'avais déjà rencontré précédemment quand j'avais écrit mon troisième roman qui s'appelait Vers en bas. Et dans ce roman policier, comme expliqué tout à l'heure Louis, c'est un roman qui se passe dans le sud de la France et une partie de l'intrigue se passe dans un camp de tziganes. Donc, et c'est à ce moment-là, en faisant des recherches et en parlant avec des gens du voyage, que j'ai découvert ce personnage qui est peu connu. Alors, je pense pas être le premier à en avoir parlé. Je sais qu'il y a eu des livres qui ont été édités en Italie, notamment, en Allemagne, bien sûr. Et je crois aussi en France, j'ai appris dernièrement qu'il y avait un roman, je crois, qui est en auto-édition, qui a été basé en partie sur l'histoire de Rukeli. Et en fait, donc j'ai découvert ce personnage donc à l'occasion de l'écriture de ce roman. Et c'est un personnage qui est très très peu connu, ça vous avez raison. Il est un peu plus connu dans le monde des gens du voyage, bien évidemment, parce que pour eux, c'est quand même une figure emblématique. Et il est un peu plus connu aussi, vous l'avez dit, dans le milieu de la boxe. Parce qu'effectivement, là aussi, c'est un boxeur qui a marqué quand même l'histoire de la boxe, même s'il est passé dans les oubliettes de l'histoire, comme vous le disiez dans votre introduction. Donc, moi, ce personnage, je l'ai rencontré là, donc à cette occasion-là. Dans Versamba, l'histoire de Rikili doit représenter, si je me souviens bien, peut-être la moitié d'une page ou une page entière. Donc, c'est vraiment un tout petit éclairage sur la vie de ce boxeur et qui me permettait d'illustrer certaines caractéristiques des gens du voyage, en fait. Mais ce personnage, une fois que j'ai fini le livre, il a continué d'exister dans mon esprit. Alors, vous savez que quand on écrit un roman, on est avec ces personnages pendant plusieurs mois, et quand on finit l'écriture de ce roman, ben, ces personnages, en principe, disparaissent doucement, quoi. Ils s'en vont. Là, Rukeli, lui, est resté. Donc, une fois que j'ai fini Versamba, j'avais toujours un petit peu la mémoire de ce boxeur. Entre-temps, j'ai écrit Talayuna, mon quatrième roman. Et à l'issue, une fois que j'avais terminé d'écrire Talayuna, c'est-à-dire une année après, ben, j'avais encore l'histoire de Rukeli qui me restait en tête. Et donc, je me suis dit, et aussi avec les conseils de mes éditeurs, c'est vrai qu'eux aussi, ils avaient été marqués par l'histoire de ce boxeur. Et c'est venu naturellement, ça a pris un peu de temps, mais je me suis dit, il va falloir que je consacre peut-être un peu plus qu'une seule page à l'histoire de ce type, parce qu'il a vécu vraiment une histoire qui est extraordinaire, vraiment extraordinaire, c'est-à-dire que il a traversé cette période trouble de la République de Weimar et du début du Troisième Reich, et avec comment dire, une histoire qui est hors du commun, quoi. Toute l'histoire de sa vie est totalement hors du commun. Donc j'ai voulu, à partir de là, euh, lui consacrer un ouvrage en entier, en totalité, et j'ai fait des recherches, donc, et je me suis efforcé, comme je dis toujours, de lui rendre hommage. Donc, moi, euh, comment dire, ma principale idée, c'était alors c'est un roman, puisque personne ne sait ce que Rukeli avait dans la tête, mais tous les faits qui sont dans le roman sont réels, lui sont réellement arrivés. Et ce que je voulais, c'était vraiment pas trahir sa mémoire et essayer vraiment de faire en sorte que l'écrivain s'efface derrière le personnage. Voilà, je voulais vraiment un texte qui soit voilà, qui soit pas trop romancé. Je voulais pas en faire des mille et des cents. Il n'y avait pas besoin. L'histoire simple de Rukeli se suffisait à elle-même et je voulais surtout pas la trahir et je voulais simplement la, la raconter en essayant d'ajouter un petit peu de lumière, parce que c'est une histoire quand même on en parlera peut-être plus avant tout à l'heure, c'est une histoire qui est quand même tragique, et j'ai voulu vraiment apporter de la lumière, apporter aussi un petit peu de souffle, un peu de poésie, parce que je pense que c'est ainsi, en tout cas, j'ai envie de l'imaginer, c'est ainsi qu'il a essayé de traverser en fait cette histoire. Et les actes qu'il a fait montrent qu'effectivement, il avait je pense en tout cas, j'en suis persuadé, il avait cette volonté de traverser cette période de trouble en essayant de garder son humanité en tout cas. Et il est clair que la note que vous faites en fin d'ouvrage, alors
je pense qu'il ne faut pas trop en parler parce que elle permet quand même d'éclairer un minimum ce qui s'est passé ensuite. Là, en effet, ça demeure un petit peu plus positif que le livre en lui-même. J'aimerais que vous nous parliez de vos recherches à tous les deux parce elles sont véritablement utiles, captivantes, et en même temps, vous traquez les non-dits, voire les peu dits. Est-ce que finalement, on voit d'ailleurs chez Johan les différents documents qui égrènent le roman de manière beaucoup plus franche que vous, Charles, qui mettez tout ça dans un roman, dans un véritable roman. J'aimerais que vous nous parliez de ces recherches-là qui n'ont pas dû être simples. On pense toujours aujourd'hui qu'Internet est une source inépuisable, et pour l'instant, c'est toujours le cas à cette période-là. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses, mais est-ce que vous êtes allé plus loin que cela? Est-ce que vous avez interrogé des gens du voyage pour Charles? Est-ce que, pour Johan, évidemment, on le sait davantage, les recherches ont été plus académiques et autres. Mais j'aimerais que vous nous parliez de ces recherches-là, chacun à votre échelle, pour déterrer ce qui est difficilement déterrable finalement. Je poursuis peut-être. Donc moi, en fait, les recherches, il a fallu que je les fasse essentiellement sur le net, puisque j'avais très peu de matériaux, en fait. Hein. Les romans qui avaient été édités en Italie, c'était dans les années, je crois, 80, et ils n'étaient pas traduits en français. Et puis surtout, je me suis rendu compte que c'était vraiment des romans. Alors là, pour le coup, c'était très, très romancé, et c'était vraiment des romans... c'était des sortes d'épopées, mais voilà, euh, Rukili était un personnage, d'après ce que j'ai cru comprendre de ce que j'ai pu retenir de ces trois romans, mais que j'ai pas lu hein, en totalité. Mais j'ai lu les résumés. Donc, il a fallu que je fasse ces recherches-là. Après, sur les gens du voyage, j'ai moi des amis qui font partie de cette communauté-là. Pour eux, pareil, c'est une figure qui est soit qu'ils ne connaissaient pas pour certains, et pour ceux qui la connaissaient, c'était vraiment une figure très lointaine en fait. Hein. Avec voilà, ils savent que c'est un héros pour eux, c'est quelqu'un qui a été courageux, mais voilà, c'est pas forcément plus que ça. Donc moi, il a fallu que je fasse un travail qui était parfois un peu compliqué. Il fallait que je traduise de l'allemand en français, parce que la plupart des sources que j'ai pu trouver étaient en allemand, parce qu'il faut le rappeler, on l'a peut-être pas dit, mais Rukeli était un boxeur Zigan, mais allemand. Il avait une nationalité allemande et c'est pour ça qu'il est devenu champion d'Allemagne en 1933. Donc il faisait partie de cette communauté des Tziganes qui sont arrivés en Europe centrale et en Allemagne au cours du XVIe siècle. Donc lui, il se considérait comme un Allemand. D'ailleurs, sa famille vivait dans un appartement, il ne vivait pas dans une roulotte. Hein. Son père faisait même partie de la police fluviale à Hanovre, donc ils étaient totalement insérés dans la société allemande. Euh, donc ces sources, il a fallu que je les travaille et que je les trouve en Allemagne. Et le plus compliqué, finalement, c'était de faire les traductions, puisque moi, malheureusement, j'ai pris anglais et italien en deuxième langue. J'aurais mieux fait de prendre allemand, mais je ne le savais pas à l'époque. Et donc, il a fallu que je fasse des traductions, les mots par mot, lettre par lettre. Donc, c'était un petit peu parfois euh, euh, chronophage, mais voilà. Et après, il n'y a pas énormément non plus d'informations. Moi, j'ai pas croulé sous les. Je pense que Johan, il en parlera tout à l'heure. Je pense qu'il a forcément vu l'ampleur du personnage. Il avait certainement une matière un peu plus fournie que la mienne. Moi, c'était vraiment parcellaire. J'ai pu retrouver bien sûr tous ces combats parce que ça, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que dans la boxe, ils tiennent à jour toute leur historique. Donc, on sait exactement où tous les boxeurs ont combattu, le nombre de rounds. Donc, tout ça, c'était tout ce qui a trait à la boxe, c'était plutôt facile. Et le reste, bah, c'était vraiment de faire un travail de recherche et qui s'est fait tout le long du livre d'ailleurs et qui s'est pas simplement arrêté avant comment dire, avant l'écriture proprement dite du roman en cours d'écriture, j'ai continué de découvrir des éléments sur la vie de Rukili et qui m'ont permis justement bah, de venir alimenter cette petite base de données que j'avais.
Et quant à vous, Johan, on voit dans le livre, il y a beaucoup de documents, notamment des lettres de Mayakovsky à David Bourliou, on voit des carnets intimes d'Elsa Triolet. Il y a quand même des personnages aussi qui viennent s'imbriquer au cœur même de la narration. Comment vous avez recherché tout ça? Il y a beaucoup d'éléments et on sent que c'est quasiment un roman enquête qui s'est offert à vous. Oui, c'est vrai que en fait, sur mon premier roman, j'avais mené une enquête un peu entre guillemets internationale, c'est-à-dire que j'avais été au Japon, en Allemagne, à Berlin, à Paris, sur les traces de cette violoniste. Et là, effectivement, comme tout sujet historique, donc gardé cette dimension d'enquête et de recherche. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus sans doute de matière que pour le roman de Charles sur ce poète russe. Donc, j'en ai trouvé énormément en France, en Allemagne aussi, d'ailleurs, de façon surprenante. J'avais prévu d'aller en Russie, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, je me suis heurté au déclenchement de la guerre et donc le déplacement était un peu sensible, donc j'ai dû l'annuler. En revanche, ce que je voulais dire, c'est que sur ce roman-là, j'ai fait donc j'ai pris j'ai choisi ce parti pris d'avoir vraiment une multitude de points de vue sur Vladimir Maïkovski, c'est-à-dire qu'il y a un narrateur unique qui est un des fils cachés de Vladimir Maïkovski, puisqu'il a eu plusieurs enfants cachés, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc c'est un de ses fils cachés qui part sur les traces de son père qu'il n'a pas connu, donc ça c'est le narrateur, et effectivement qui mène une enquête, enfin j'aime beaucoup votre terme de roman enquête, pour dire, comme je ne l'ai pas connu, en réalité, ce que j'assemble, c'est les pièces d'un puzzle, en me disant que toute vérité sur un être est forcément polyphonique, et que plus on croise les regards, plus on s'approche de la vérité d'un être. Et en fait, avec les matériaux un peu historiques, ce que j'aime beaucoup faire, moi, c'est dans un roman reconstituer intégralement et réinventer des choses qui pourraient être vraisemblables. Donc, en fait, tout ce qui est dans le roman est complètement réinventé et réécrit, mais tout en restant vraisemblable. C'est-à-dire que Vladimir Maïkovski a tenu un journal, mais ce journal, il est complètement un petit peu barré, quoi, très politique, quasiment illisible. Et là-dedans, il parlait quasiment que d'amour ou de choses complètement futiles de la vie, parce voilà, il était comme ça sur ses journaux personnels. Et donc moi, par contre, je l'ai réécrit comme s'il avait tenu un journal, entre guillemets, euh, plus doté sur la vie politique. J'ai écrit un certain nombre de lettres fictives qu'il n'a pas forcément écrites, mais dont les éléments intègrent des éléments relativement vrais ou vraisemblables. Et, euh, et tout ça pour, en réalité, essayer de faire un, un roman polyphonique vrai, mais vraiment, c'est-à-dire homogène, parce on a fait ce parti pris-là pour ce roman qui est vraiment voilà, cette multitude de regards, et c'est assez difficile à composer pour que ça reste fluide, pour que ce soit rythmé, pour que ça coule bien, pour que le lecteur se retrouve entre les différentes voix qui parlent de Mayakovsky. Et, euh, et cette idée de réinventer des archives m'est apparue un peu plus un procédé finalement simple pour aider le lecteur à savoir qui parlait de Mayakovsky ou alors à qui parlait Mayakovsky. Et donc c'est comme ça que j'en suis venu à ce roman un peu polyphonique. C'est assez amusant. Enfin, pour la personne qui écrit, peut-être pour les lecteurs un peu moins, au sens où comme pour mon premier roman, souvent j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent, mais en fait, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est inventé dans le roman? Et comme il y a vraiment l'apparence du vrai, les gens ont tendance à penser que tout est vrai, que toutes les archives sont vraies. Or, la plupart n'existent pas, donc elles sont complètement réécrites. Et, euh, et moi, c'est ce que je trouve intéressant, puisque souvent les plus beaux compliments qu'on peut faire, c'est de dire bah, ça m'a donné envie d'aller relire l'œuvre originale ou alors d'aller me documenter moi-même sur ce personnage. J'avais eu ça sur le premier roman. Euh, et je trouve que ce jeu, voilà, entre la réalité historique et puis
une réécriture un peu fictionnelle. C'est intéressant parce que ça donne beaucoup plus d'amplitude à un personnage. Euh, Ça donne vraiment voilà, une force romanesque et en même temps, ça va donner envie aux lecteurs peut-être d'en savoir plus si le personnage leur a plu. Donc ça, c'est vraiment, je trouve intéressant. Pour prendre un exemple, j'ai lu, il y a une très grosse biographie sur Vladimir Mayakovsky qui fait référence, qui est publiée aux éditions Albin Michel. Je crois qu'elle fait 1200 pages. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a dû être lu par assez peu de personnes et en fait qui est tellement détaillé qui moi je trouve enfin c'est une biographie brillante mais ça affadit un peu le personnage qui est très romanesque qui fait 2 mètres qui est très vivant que personne ne peut vraiment canaliser et je trouve que vous voyez une biographie un peu universitaire ou historique ça aplatit un peu des personnages comme ça très très amples et donc finalement je trouve que le meilleur hommage qu'on puisse leur faire, c'est essayer voilà, d'adapter un roman qui va leur redonner leur amplitude sans pour autant travestir qui ils ont été, la réalité historique dans laquelle ça s'est situé, donc avec une grande exigence sur la recherche et, euh, et le travail donc d'archives et historiques. Donc, Merci. Et c'est vrai qu'on parlera tout à l'heure de ces deux visages que vous avez décidé aussi de mettre en couverture directement. On parlera de ces visages-là qui ont un regard terrible en réalité, les deux. On en reparlera juste après, mais Sophie avait une question, c'est à toi. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir messieurs. Je suis ravie d'assister à ce VLIL, bon, comme toujours, mais ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenue. C'est une joie, merci Anthony. J'ai une question pour Charles, que j'ai eu la chance de rencontrer à Mougins il y a quelque temps, avec Franck Petruzzelli. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà. Donc j'ai deux questions en fait. C'est est-ce que vous allez continuer dans ce style-là, c'est-à-dire des recherches auprès d'inconnus entre guillemets de l'histoire, ou est-ce que vos prochains romans seront comme votre trilogie et Talayuna que j'ai adoré, soit dit en passant. Et deuxième question, y a-t-il une explication au fait que, enfin, au fait que vos chapitres, donc ce soit première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, et après on passe à ronde 4, ronde 5, etc. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Je me suis demandé, enfin, je n'y connais rien à la boxe, mais voilà, c'est mes questions et je vous remercie. Merci pour la question, pour les questions. Euh, non, alors déjà pour commencer par la dernière, non, il n'y a pas d'explication. Hein. Je crois que ouais, ça commence par oui. Après, c'est au niveau de l'édition, on a dû louper un truc, mais bon, ça va quand même de 1 à 10. Hein, je crois qu'il y a 10 rounds. Et juste pour rajouter un petit peu d'éléments, euh, j'ai voulu faire ce chapitrage parce que justement, je voulais rester dans l'univers de la boxe et je voulais que le lecteur il puisse ressentir un petit peu cette histoire comme un combat de boxe finalement. C'est-à-dire que c'est un combat en 10 rounds, quoi. Et sa vie, c'est un petit peu, ça a été un petit peu ça, quoi. Donc, je voulais qu'il ressente aussi cette âpreté et ce côté aussi qui revient sans cesse, quoi, avec une cloche qui revient, qui va signifier le démarrage d'un nouveau round. Parce que sa vie, ça a été un petit peu ça, je crois. Ça a été continuellement de se remettre, de se battre continuellement, quoi. Donc, ça, c'est pour répondre à cette question. Et pour la première partie de la question, alors moi, j'écris vraiment suivant mes envies, mes désirs. Pour moi, c'est une passion, l'écriture. Donc, pour moi, c'est même pas envisageable de pouvoir écrire sur une commande. Ça m'est jamais arrivé déjà. Et si ça m'arrivait, je serais bien embêté parce que je sais même pas si j'y arriverais en fait. Parce que c'est tellement prenant. Imaginez-vous de passer 6 mois, 7 mois, 9 mois avec des personnages, si on les a pas choisis, si on nous les a imposés, ou si on a l'impression de répondre à une commande, bah moi, pour moi, ça serait très difficile. Donc automatiquement, j'écris à l'envie. La rue Kélil est arrivée après Talayuna parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure,
parce que j'arrivais pas à quitter ce personnage. J'avais l'impression, bon après c'est un petit peu, c'est un petit peu bizarre, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir, voilà, d'avoir un lien avec lui. J'avais toujours son regard. Et voilà, j'avais envie, je sentais que, vous savez, c'est un petit peu schizophrène, hein, les écrivains, on est tous un petit peu comme ça, mais on a souvent l'impression que c'est les personnages qui nous parlent. Moi, quand je commence un roman, quel qu'il soit, même un polar, j'ai pas de plan, je sais pas où je vais, je sais pratiquement jamais comment ça va finir, et c'est les personnages en fait qui mettent en place ça. Alors moi, je pense que on crée le roman inconsciemment et il nous est délivré au fur et à mesure par l'inconscient. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Mais là, pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, Ruy Kelly, lui, il a continué de parler, il avait encore des choses à dire, donc j'ai voulu écrire ce roman. Mais c'est pas pour autant que mon prochain roman, et je parle sous le contrôle de mon éditeur qui est toujours là, je crois, ou qui est déjà parti, je sais pas. Mon prochain roman, il n'est pas signé, donc je sais pas, mais il sera certainement très différent de celui-ci. Euh, pour être totalement honnête, j'ai 2 manuscrits aujourd'hui qui sont finalisés, voilà, et qui sont très différents l'un de l'autre, et c'est dans des styles un petit peu différents, quoi. Mais, euh, mais ni l'un ni l'autre s'inscrit dans la, comment dire, dans la trilogie des couleurs, comme l'appelle mon éditeur, voilà. Mais il y en a un voilà, qui est un petit peu plus, on va dire, léger, et un qui est un peu plus grave, voilà. Donc après, je sais pas, moi pour tout vous dire, j'ai pas de secret, hein. J'ai envoyé les manuscrits à mon éditeur pas plus tard qu'avant-hier. Donc, je pense pas qu'il les ait lus encore, hein. Ils sont assez longs, notamment un des deux. Mais voilà, c'est un petit peu lui qui va voir déjà s'il est intéressé par un de ces manuscrits et voir s'il y en a un qui préfère euh, éditer en priorité par rapport à l'autre. Voilà, mais ça, c'est. En tout cas, moi, j'écris et j'écrirai toujours en respectant cette envie voilà, de vraiment d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. Sinon, c'est vraiment pas possible, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas possible. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Tout à l'heure, Johan parlait du fait de s'intéresser, de réussir à s'intéresser aux personnages en tant que lecteur. Ça a été évidemment mon cas. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport aux 2 personnages, aux 2 hommes, et j'ai regardé les photos notamment, les photos d'époque qui sont frappantes. Je vous conseille d'aller tous voir les photos des 2 personnages, puisqu'il y a quelque chose qui se dégage de leur regard, de leur façon d'être, notamment chez Mayakovsky, évidemment, puisqu'il y a beaucoup plus de photos que pour Rukeli. Mais est-ce que vous avez travaillé à travers ces photographies? On a l'impression qu'avec certaines photos, on pourrait écrire des romans tant elles sont parlantes, tant elles sont visuelles, tant elles sont impactantes. Est-ce que ça a été un matériau aussi pour vous en ce qui concerne la photographie? Je continue. Moi, pour moi, clairement, puisque le roman, il commence avec la première page du roman, c'est vraiment la couverture pour le coup. C'est-à-dire que le roman, il commence par la description de cette photo, en fait. Et parce que moi, sur cette photo, je trouve qu'il y a tout déjà. On voit dans son regard voilà, c'est un jeune homme. On sent Il qu'il a boxe, devant lui. il boxe, Comment? il boxe doux, pour faire en référence à vos polars doux, on sent qu'il Ouais, boxe ouais, ouais. intense. Et d'ailleurs, il y a une autre. Il avait plusieurs autres de ses frères qui étaient boxeurs, et notamment le plus jeune qui s'appelait Stavelli. Et lui, j'ai retrouvé une photo de lui aussi, j'en parle dans le roman. Et lui, il a encore plus que Rukeli. On a l'impression que sur sa photo, parce que c'était classique à cette époque-là de faire des photos du boxeur en garde. Euh, et sur la photo de son frère, on a l'impression qu'il tient un violon invisible, en fait. Donc, voilà, ouais, on voit. Et là, pareil, lui, on voit dans son regard qu'il n'arrive pas à être très méchant, en fait. Et pourtant, ça a été un boxeur très doué et qui a été jusqu'au titre de champion d'Allemagne quand même des poids mi-lourds, hein. Donc oui, pour moi, la photo, pour répondre à votre question, c'est la première page du livre. Et le livre, le roman, il commence avec la description de cette photographie et presque il finit aussi avec cette photographie. Parce que, bon, moi, je veux pas euh, euh, parler de la fin, mais à la fin, il y a une référence à nouveau à cette photographie. Elle est vraiment, euh, c'est pas l'élément déclencheur. J'ai pas écrit le livre à cause de cette photographie, mais cette photographie, elle est importante, effectivement. Et toutes ces photographies
les quelques photographies qu'on a de Rukeli sont incroyables aussi. On perçoit totalement, moi je trouve, et c'est valable aussi pour Mayakovsky, on voit la puissance dans leur, de leur personnalité, c'est un charisme incroyable. Juste pour rappeler, Rukeli, en 33, quand il est champion d'Allemagne, c'est la coqueluche du public allemand. À cette époque-là, ça les dérange pas. Enfin, le grand nombre et les spécialistes de boxe ne sont pas dérangés, que ce soit un Zigane au teint très mat, aux yeux très marrons, qui représente l'Allemagne. Eux, ça les dérange pas, au contraire. Et c'est le chouchou du public. Les filles sont amoureuses de lui. D'ailleurs, lui, il se marie avec Olga, qui est une Allemande, on va dire pure jus, quoi, une Arienne, une femme 100% arienne. Donc voilà, lui, oui, cette photo et ces photos étaient vraiment au cœur de mon travail. Ouais, ouais. Et elles étaient aussi très inspirantes. Pareil avec les photos de ses frères et de ses sœurs, les photos de son père, de sa mère, toutes les photos de ces personnages m'ont vraiment nourri, en fait. Et il y a eu même des fois où j'ai comment dire, j'ai cru inventer des éléments sur un personnage et je me suis aperçu par la suite, en traduisant un vieil article de journal, que ce que j'avais cru inventer, ben, c'était vraiment produit. Donc, oui, 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 je pense que les photos, c'est important et je pense que Johan, pour son personnage, il va dire la même chose parce que alors là, pour le coup, c'est vrai que des photos de Mayakovsky, il y en a quelques-unes et elles sont toutes incroyables. Sur chacune de ces photos, il a une tête incroyable, mais je vais lui laisser en parler, il en parlera beaucoup mieux que moi. Merci Charles. Non, effectivement, effectivement, je pense que la photographie, etc. Moi, c'est vrai que par ailleurs, pour moi, c'est vraiment important la dimension visuelle en fait dans l'écriture, enfin, c'est-à-dire des personnages, mais aussi des lieux, des scènes, etc. Et essayer de le retranscrire ça. Vous voyez, enfin, je sais pas comment dire, mais non pas que je cherche décidément, non pas que je cherche à avoir une dimension euh, d'adaptation cinématographique, mais vraiment d'avoir cette dimension où on peut avoir des sortes de plans séquences ou etc. Sur Mayakovsky, cette photo, mais plus globalement aussi les images qu'il développe, effectivement, il y a vraiment l'intensité du regard sur toutes les photos. Enfin, c'est là où je vous rejoins, Anthony. Il y a vraiment une intensité du regard très forte, qui est assez frappante et marquante sur toutes les photos. Et sur cette première de coup aussi, il y a vraiment quelque chose qui se dégage. C'est-à-dire que quand il est jeune, il développe un nouveau courant artistique. Et il y a vraiment cette volonté un peu de choquer, y compris par l'habillement, par la tenue. Et, euh, et en fait, toute sa vie, Mayakovsky, il va garder vraiment cette attirance pour la mode vestimentaire, l'habillement. Il va dépenser des sommes folles en fait pour s'habiller. Par exemple, quand il ira à New York ou à Paris, il ira dans les plus grands magasins de luxe à Paris, Place Vendôme. Il se fera faire des habits sur mesure. Il achètera des chapeaux d'une valeur folle. Et en fait, le style pour lui était vraiment quelque chose d'important. Euh, Comme si voilà la forme, le personnage en tant que tel qu'il habitait était aussi importante que sa poésie, que le contenu. Euh, et, euh, et c'est vraiment intéressant voilà, dans sa vie, ce lien vraiment avec le style de travail, comment dire, l'allure qu'il se donne et dans son rapport y compris aux femmes, mais plus globalement à la présence, en fait, à la présence dans un lieu, dans une salle, dans un univers poétique. Donc ça, c'est vraiment effectivement très intéressant chez lui. Et c'est vrai qu'on Et remarque. Charles a raison, j'ai vraiment des problèmes électriques, et on parlera du statut d'auteur, du coup, vous voyez, c'est vraiment un statut précaire. Je voulais vous interroger aussi, Johan, sur le fait qu'on a l'impression que c'est un homme immortel. Quand on regarde ses photos de tout âge, on a l'impression qu'il n'a pas changé, que son regard est le même, que son visage est quasiment le même. Et c'est ce qu'il voulait finalement. Il Ouais, voulait être immortel. On a l'impression qu'il y a ce côté immortalité ouais. qui transparaît même à travers les photos d'aujourd'hui.
Ouais, c'est vraiment intéressant. Mais je vois que vous êtes bien documenté, Anthony, et que vous êtes un grand fan de Mayakovsky. Ça se sent parce que vos questions le prouvent. Et Mayakovsky, effectivement, il y a deux aspects clés dans les recherches que j'ai pu mener sur lui. C'est un personnage qui avait vraiment peur de la vieillesse. C'est vraiment quelque chose qu'il a pu. Il n'avait pas envie de vieillir. Il avait envie de rester jeune éternellement. Il avait tout un discours autour de ça. Et donc, il avait vraiment une angoisse de la vieillesse, pour plein de raisons d'ailleurs, pour son mode de vie très, très dissolu, par le fait qu'il avait quand même un côté très classique. Il aurait aimé sans doute se marier avec Lily Brick, s'amuse, avoir des enfants, mais qu'en fait, il n'a pas réussi. Et donc, enfin, ça lui posait un ensemble d'angoisse. C'était une personne globalement angoissée. Et, euh, et sur cette espèce de jeunesse, c'est vrai que comme c'est un personnage qui est mort relativement jeune, c'est un peu comme les grands musiciens morts à 27 ans ou 33 ans, etc. Là, il y a toute une série de musiciens qui sont morts jeunes. Et en fait, il est devenu un peu une icône de la jeunesse éternelle. Et c'est vrai que dans toutes les photos, dans tous les clichés, vraiment, il y a cette dimension-là et ce souhait de ne pas vieillir. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est amusant parce que il y a une immense statue de lui sur la place centrale de Fonia et au pied de cette statue, en fait, il y a tous les jeunes, la jeunesse de Moscou qui vient pour régulièrement les soirs pour lire des poèmes qu'ils ont composés. Donc n'importe qui peut venir, que vous soyez amateur ou poète confirmé. Donc chacun lit ses poèmes dans la bienveillance générale. Et ce qui est marrant, c'est que c'est beaucoup de jeunes, en fait. Et il est devenu, en fait, une sorte vraiment d'icône pour qui aime la littérature, la poésie, etc. Euh, et je pense que c'est voilà, une belle postérité qui lui est faite, qu'il aurait aimé, puisque un temps, Staline avait essayé de s'approprier un peu la figure de ce poète soviétique. Mais là, on sent qu'il est sorti complètement du carcan soviétique et que finalement, ce que retient la jeunesse russe aujourd'hui de lui, finalement, c'est sa liberté. Euh, c'est sa liberté et puis son talent artistique. Et je pense que ça, il aurait été très, très, très heureux de cette postérité retrouvée. Et je suis heureux aussi d'y contribuer parce que pour moi, c'est souvent dans les dédicaces, je mets que c'est une rock star, mais objectivement, ce personnage, c'est une rock star parce qu'il est il incarne une vraie modernité. Par exemple, je vous disais qu'il était vraiment très talentueux sur le dessin, il était tellement talentueux qu'il faisait des affiches de propagande qui s'apparentaient à celles de mai 68, mais qui étaient en fait les prémices du design moderne, voire de la publicité. Enfin, il y a des personnes qui osent dire que c'est un des inventeurs de la publicité moderne. Euh, il y a aussi le fait qu'il était vraiment dans les prémices du cinéma. Enfin, c'était vraiment un des premiers Russes à proposer des œuvres cinématographiques vraiment hyper audacieuses. Et donc voilà, ça en fait un personnage vraiment très, très moderne aussi quand il composait sa musique. Ça, c'était sa musique, pardon, sa poésie, lapsus révélateur. C'était quelqu'un qui n'était pas du tout oui, il n'était pas assis comme nous, il était très instable, tout le temps en mouvement, donc il bougeait, il tapait des pieds, il parlait. Et beaucoup aussi le voient comme le premier slammer, en fait, vous voyez, du monde, entre guillemets, puisqu'en fait, sa poésie, c'était presque un slam, quoi. Et je pense que c'est pas anodin si, en France, il est très peu connu, donc c'est difficile de toucher la jeunesse, mais ce roman-là pourrait y aider. Mais en tout cas, c'est pas anodin si en Russie, il y a vraiment une grande partie de la jeunesse qui s'intéresse à lui par cette modernité qu'il avait. Et d'ailleurs, le futuriste, c'est qu'il voulait révolutionner l'art. Il voulait mettre fin au musée, à l'art classique, etc. Il disait l'art, c'est vivant et c'est nous qui le faisons. Il est en construction permanente. Et donc, c'est un discours voilà, il a vraiment un discours très politique sur l'art et sur l'art en mouvement et donc sur l'art nouveau, donc de la jeunesse, etc. Donc ouais, c'est vraiment exactement ce que vous disiez, Anthony, ouais, c'est très, très juste. On espère que les jeunes Français vont avoir le même destin en récitant des poèmes de Musset ou d'Éluard à Paris.
On espère. La Russie a beaucoup de défauts, mais apparemment, pour le coup, là, ça va être la seule qualité, Ouais. réelle, en tout cas, qu'on peut leur accorder. Ouais, je me permets de réagir là-dessus, juste en une phrase, si vous me permettez, parce que c'est vrai que enfin, j'ai beaucoup de questions aussi sur, voilà, sur la Russie. Il y a eu beaucoup de prises de parole aussi sur le boycott de la culture russe, en disant que ça pouvait être cautionné, la guerre, Vladimir Poutine, etc. Mais en réalité, euh, enfin, moi, je suis un grand fan de, voilà, de littérature russe, etc. Enfin, c'est vraiment une littérature merveilleuse. Par votre père, il me semble. C'est votre Et père. même un univers romanesque fou. Enfin voilà, et au contraire, je trouve que s'intéresser et faire découvrir en Europe et en France particulièrement, donc des figures comme Mayakovsky, c'est aussi montrer que contrairement à l'image qu'on a aujourd'hui de la Russie, tous les Russes ne sont pas des débiles et que c'est une civilisation profondément quand même raffinée sur certains points comme la littérature, la culture, etc. Et en fait, voilà, là, je pense que c'est jamais bon de caricaturer des situations ou des civilisations sans pour autant cautionner ou excuser. Mais je pense que l'idée de dire il faut boycotter la culture russe, pour moi, c'est la plus grande absurdité qui soit. Enfin, j'ai même vu en Italie, ils voulaient boycotter Dostoïevski. Enfin, ça me paraît complètement absurde, d'autant que c'est lui qui a eu beaucoup de propos sur la paix et que, enfin, il y a pas mieux que le partage de la culture et l'enrichissement pour globalement apaiser les mœurs, quoi. Donc, pour moi, ça me paraît juste absurde, mais manifestement, c'est un débat qui a lieu. Anne-Sophie. Bonsoir. Alors moi j'ai une question pour Monsieur Aubert. J'avais lu aussi j'avais beaucoup apprécié la trilogie des couleurs. Et dans Versamba, j'avais été très impressionnée par cet homme. Je sortais d'une lecture où une fleurettiste avait été interdite de concourir au JO 36 parce que son père était juif. Et du coup, tomber sur cet homme, je crois, ça m'a fait une espèce de répétition. Et j'avais fait quelques recherches, mais effectivement, il n'y a pas grand-chose. Et je voulais savoir si quand vous avez fait vos recherches historiques, est-ce que vous avez aussi dû faire des recherches sur la boxe et sur la boxe à cette époque-là, ou est-ce que vous êtes boxeur et tout ça était plus facile à gérer? Non, il a fallu que je fasse des recherches sur la boxe. Euh, alors, moi, j'avais quand même deux idées en tête. Je voulais pas que ça soit un livre sur la boxe déjà. Je voulais pas que parce qu'effectivement, en couverture, on a un boxeur et on peut très rapidement se dire bon, ça va être un livre sur la boxe c'est la biographie d'un boxeur. Et je voulais vraiment pas que ça se passe une nouvelle fois, comme je disais tout à l'heure, je voulais pas que l'écrivain vienne troubler le personnage, le message donné par le personnage, par la vie du personnage, mais je voulais pas non plus que la boxe vienne faire la même chose. Donc je voulais en parler, donc je me suis énormément documenté, je voulais que tous les termes soient cohérents. Et je pense que c'est le cas. Mais par contre, voilà, j'ai pas voulu non plus parler de tous les combats de Rukeli. Donc j'ai vraiment essayé de cibler, de mettre des petites touches. Mais oui, ça m'a obligé à faire un vrai travail d'horreur, qui pour le coup était plus facile que pour Rukeli lui-même, parce que là, pour la boxe, vous savez que euh, la littérature et la boxe entretiennent un lien assez particulier qui est assez étonnant. Hein. Mais il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit sur la boxe, mais vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, un des premiers combats de boxe qui est documenté et que vous pouvez retrouver dans un livre, c'est dans l'Iliade, qui est pratiquement le premier roman, quoi, en fait, hein, de Vous en l'histoire. parlez dans le roman, d'ailleurs. Comment? Vous en Oui, parlez dans le roman. j'en parle dans le roman. À l'époque, ça s'appelait le pugilat. Et donc, et ce combat que Homère donc décrit se passe donc lors des funérailles de Patrocle, le cousin d'Achille. Donc, vous voyez, la boxe a un lien avec la littérature depuis très longtemps. Alors moi, je pense que c'est lié au fait que c'est un sport qui est c'est presque une tragédie à chaque fois, hein, puisque il y a il y a du sang, c'est violent bien sûr, hein, et quelque part ça raconte aussi l'histoire des hommes. Donc donc oui, il a fallu que je fasse ce travail. Moi, je suis pas boxeur moi-même. Alors je me suis essayé, mais pas longtemps quand j'étais adolescent, et j'ai vite compris que j'étais plus à l'aise avec autre chose qu'avec des gants de boxe. Geneviève, c'est à toi.
Bonsoir à tous. C'est aussi à Charles que j'ai une question à poser. Je n'ai hélas pas eu le temps de lire le roman de Johan avant ce soir. Charles, je voulais vous demander, je n'ose pas trop en dire, vous allez me dire si vous comprenez suffisamment. À la page 95, Je l'ai là. alors, il est question d'un poète nomade. Oui, Quand j'ai vu, alors moi j'ai l'habitude de mettre des petits post-it quand quelque chose est important pour moi, donc j'ai mis un post-it à cette page-là, à l'endroit exact où il était question de ce poète nomade, en me disant, je termine le livre parce que je ne voulais pas m'arrêter et je ferai des recherches. Ces recherches, je n'ai pas eu besoin de les faire. Enfin, je les ai faites après, beaucoup plus facilement. Alors pourquoi la dernière page ben, en fait, et, ouais. et pas à la page 95? Et, comment ça? Non, parce que ouais, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est dans la fabrication du livre, et c'est moi qui voulais le mettre à la fin, en fait. En fait, c'est une référence à Jean-Marie Kervisch. Oui. C'est un poète tzigane que moi j'adore, mais vraiment profondément. J'ai ses bouquins et c'est des petits textes courts. Et pareil, et je trouve qu'il y a toute la poésie des gens du voyage voilà, à travers ses mots, quoi. Il a des mots d'une simplicité, c'est totalement extraordinaire. Je vous invite toutes et tous à acheter ces bouquins, hein. Jean-Marie Kervisch, vous les trouvez très facilement. Et, il est décédé malheureusement. Mais oui, donc ouais, je l'ai mis à la fin. Alors c'est vrai, du coup, comme c'est la dernière page, il y en a certains qui l'ont pas vu certainement. C'est ça que vous vouliez me dire. C'est pas ça, c'est que ça a été vraiment la bonne surprise parce que moi je croyais que vous vouliez le laisser anonyme Non. et je m'apprêtais à essayer de trouver qui pouvait bien être ce poète nomade. Et Non, quand moi je je voulais suis le mettre. arrivée, Je voulais vraiment le mettre à la fin. Je voulais pas le mettre en insert en dessous parce que je voulais pas qu'il ait un lien. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. oui, je comprends, oui, maintenant je comprends, oui. Je voulais pas qu'il soit directement dans l'histoire de Rukeli. Je voulais qu'il soit après, parce que quelque part, Rukeli ne veut pas connaître Jean-Marie Kervisch. Je comprends. Il est né juste après la Deuxième Guerre mondiale, donc il ne l'a jamais connu. Donc lui, c'est même pas Rukeli qui fait une référence quelque part, c'est le narrateur qui fait cette référence à ce boxeur qu'il ne connaîtra jamais. Je crois que c'est les mots que j'emploie, Oui, oui. à ce poète qu'il ne connaîtra jamais. Mais et quelque part, ce poète, moi je trouve que bah, pareil, les mots de ce poète, bah, il iraient très bien dans la bouche de Rukeli. Voilà, c'est ce que je. Oui, et c'est pour ça que c'est important qu'on le connaisse. Oui, Et mais c'est vrai, le trouver à la dernière page, je me suis dit, ah ben, ça c'est incroyable. ah oui, il faut le lire jusqu'au bout. Il faut lire les livres jusqu'au bout, hein. On ne sait jamais. Merci beaucoup. Ah oui, merci à vous. Alors, on va faire une petite photo de groupe en entracte, en guise d'entracte, comme on en a l'habitude. Je vois que tout le monde sait faire avec les livres. C'est magnifique. C'est bon, parfait. Anne, tes livres sont flous, mais ce n'est pas grave. Est-ce que, Johan, vous pourriez nous lire un premier extrait et on fera ça un tout petit peu plus tard pour Charles pour dispatcher encore mieux la parole. Et Charles, c'est à vous pour le premier extrait des Vies secrètes de Vladimir. Ouais, ok. Alors, c'est un passage au milieu du livre où le narrateur part à la recherche de son père, donc euh, en Russie, donc sur ses traces. Ça tombe bien, ça sera ma prochaine question. Le rôle du père qui est dans vos deux romans est quelque chose de très commun, puisque c'est le déclencheur de quelque chose. D'accord. Pour beaucoup de Russes, mon père est une légende, un poète audacieux et insatiable. Pour moi, il est un destin brisé, un mystère, une énigme. À l'hiver 1988, un an après la mort de maman, qui a coïncidé avec la proclamation de la glasnost, je me suis rendu pour la première fois en URSS. C'était un séjour de 3 mois sur les traces de mon père. Vu de France, j'avais le sentiment qu'avec Gorbatchev, le pays s'ouvrait à l'Occident et qu'avec lui, j'allais peut-être me réconcilier avec mes origines paternelles. J'ai vite déchanté. Personne ne m'attendait là-bas. Lily Brick était morte 10 ans plus tôt, enterrée comme mes tantes Olga et Ludmila. Je logeais passage de la Loubianka, à côté du musée Mayakovsky, installé dans l'immeuble où mon père avait vécu les dernières années de sa vie. Le temps était glacial. La neige avait transformé la ville en un vaste échiquier, noir et blanc,
Le début de mon voyage fut solitaire, éthéré, ne sachant pas comment m'y prendre. Je visitais machinalement les lieux de mémoire qui lui étaient consacrés. La place Mayakovsky, où une statue en bronze canonisait mon père en complet veston, point fermé et visage déterminé. La station de métro a son nom, avec ses fines colonnes et son plafond azur décoré d'avions. Le musée Pouchkine, logé dans son ancienne datcha, dans un village à quelques minutes de la capitale. Je fréquentais les bibliothèques et les archives, quelques restaurants et un café où les serveurs s'habituaient peu à peu à ma présence solitaire. Je feuilletais les livres de mon père et me promenais dans la pâle lumière de l'hiver. Je commençais à me demander ce que je fichais là quand l'envie me prit d'aller me recueillir sur sa tombe au cimetière Novodevitchi. C'était un matin de décembre, il y avait une brume glaciale, une épaisse couche de neige fraîche recouvrait les tombes. À l'intérieur, le silence régnait. Seule une rumeur sourde par-dessus les hauts murs venait de la ville. Un instant, une silhouette noire passa entre les tombes lointaines. Arrivée devant celle de mon père, je la trouvais, comme tous les monuments qui lui étaient consacrés ici, impersonnelle, froide, démesurée. Lui qui avait glorifié toute sa vie, sa vitesse et le mouvement, voilà que le Parti communiste avait réussi l'exploit de le figer pour l'éternité. J'allais en rester là quand mon regard s'attarda sur l'inscription au pied de la stèle. Vladimir Vladimirovitch Mayakovsky, 1893-1930. 37 ans, trop jeune pour mourir, la tristesse montant en moi, pas celle qui saisit le fils au souvenir d'un père, mais le mouvement d'âme qu'un homme de 60 ans ressent devant une vie brutalement arrêtée. Et ça continue. Merci, Johan. Alors justement, le rôle de la mort du père, qui est un déclencheur dans vos deux romans, comment vous l'avez abordé littérairement pour Johan, c'est le fait que Mayakovsky devienne l'homme de la maison, et pour Charles, ça va lui permettre, cette mort va lui permettre, entre guillemets, bien sûr, ça va lui permettre de redoubler d'efforts pour un combat. C'est intéressant parce que, Johan, vous parlez de votre père en fin d'ouvrage, qui est un fan absolu de littérature russe. Il y a des Roland. Est-ce que ce père était aussi important dans vos deux vies, dans vos deux vies d'auteur? Est-ce que c'était aussi une sorte d'hommage de traiter le départ d'un père comme vous l'avez mis dans vos deux romans? Bah, effectivement, sur ce rôle du père-là, et je pense que pour Mayakovsky, donc son père est mort alors qu'il avait 7 ans, et d'une mort extrêmement bête, en fait. Il s'est piqué avec une aiguille en reliant du papier, et ça s'est terminé en septicémie, et donc il est mort comme ça, devant les yeux de son fils, d'une mort un peu complètement tragique, parce qu'absurde. Et je pense que ça a forgé deux choses dans l'esprit de Vladimir Mayakovsky. Euh, c'est d'abord la conviction qu'il voulait pas mourir comme ça bêtement, et qu'il voulait mourir en héros, qu'il voulait en fait ouais, dépasser un peu le caractère absurde de la vie, pardon, et le marquer en faisant quelque chose d'hors du commun. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'il en est venu d'ailleurs à l'art, à toucher vraiment beaucoup plus fortement à l'art, pour se dire, bah, je vais vraiment faire autre chose qu'une vie classique et mourir de façon absurde. Donc, je pense que ça l'a vraiment marqué. Et en même temps, ça a été une faille profonde pour lui dans sa psychologie, parce que dans le roman, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est la psychologie de Mayakovsky qui est très complexe, mais comme je disais, hyper attachante. Et la mort de ce père, c'est vraiment un séisme intérieur pour lui, c'est le basculement dans la pauvreté, c'est le fait aussi qu'il va grandir qu'avec des femmes, avec sa mère, mais avec ses deux sœurs, et qui va, voilà, ça produit vraiment quelque chose chez lui. Après, quant à mon lien avec mon père à moi, je suis pas convaincu voilà, qu'il y ait une transposition particulière, etc. Le seul fait vraiment qui est marquant, effectivement, c'est que je pense qu'il y a toujours une sorte de filiation. Enfin voilà, mon premier roman, il était vraiment sur la musique, et j'ai vraiment deux parents très, très mélomanes, donc qui écoutent beaucoup, pour ma mère, la musique classique, et pour mon père, du jazz. Donc c'est marrant, le narrateur dans le premier était jazzman, et le personnage principal était une violoniste, donc il y avait sans doute un lien. Et c'est vrai que j'ai grandi avec une énorme bibliothèque russe, parce que mon père était vraiment fan de littérature russe, donc il y avait quasiment que de la littérature russe. Et donc je pense que
bah, ça a forgé mon univers, mon goût pour la littérature russe aussi, parce que je trouve que c'est une littérature voilà, que j'aime beaucoup il y a à la fois une ironie, une rudesse et en même temps un caractère parfois très sauvage dans les paysages, etc. Enfin, c'est vraiment voilà, à la fois une littérature, mais une ambiance que j'aime beaucoup. Que ce soit d'ailleurs d'auteurs russes ou pas, j'ai vu que quelqu'un faisait une référence à Limonov. Moi, j'ai par exemple beaucoup aimé le roman d'Emmanuel Carrère, Limonov, où je trouve qu'il retraduit vraiment très bien voilà, une certaine ambiance russe et une certaine psychologie russe aussi. Quand on voit Limonov, effectivement, c'est vraiment un personnage assez énigmatique, très ambivalent, un peu comme Mayakovsky, enfin très russe en somme. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant dans le roman, voilà, cette ambivalence, cette complexité des personnages. Et c'est vrai que les Russes ont un certain talent dans la complexité et l'ambivalence, je trouve. Donc voilà, mais à part la bibliothèque de littérature russe de mon père, enfin, il faudrait que je m'interroge plus, mais je pense pas qu'il y ait un lien. Il y a d'autres liens, notamment sur la polyphonie, le fait de penser qu'on connaît des gens et qu'on les connaît pas, et qu'en réalité, donc, on ne peut les connaître qu'avec cette polyphonie de regard sur eux. Mais ça renvoie à d'autres choses de ma psychologie personnelle, je pense. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, quand le père de Mayakovsky décède de manière en effet assez idiote, Mayakovsky est transposé dans un monde où il ne touche plus rien, comme les poignets. On avait l'impression d'être de retour dans le Covid. Il a même inventé le Covid. On a l'impression qu'il a même inventé le virus. C'est bien dit. En tout cas, il est devenu vraiment, effectivement, très, très hygiéniste à un point qui est d'ailleurs un point très, là aussi, c'est très cinématographique, quoi. C'est qu'en forçant le trait, c'est juste impressionnant. C'est-à-dire il se fait livrer des baignoires gonflables en caoutchouc avant l'heure. En fait, il ne touche pas les poignées de porte déjà à l'époque, donc il le fait avec son coude. Quand les tramways ou les trolleys, enfin à l'époque ça se fait pas comme ça, mais il utilise des gants ou alors il prend ses vêtements. Il supporte pas qu'on boive dans son verre, etc. Et donc c'est devenu une sorte d'hygiéniste total. Et, euh, enfin, voilà, c'est vraiment voilà, je trouve que dans un film, ça marquerait vraiment une personnalité complètement un peu folle, mais complètement entière, quoi. C'est-à-dire qu'il est très accessible, en fait. Donc, dès qu'il y a quelque chose, il va complètement amplifier son angoisse et le mouvement. Et donc, et en même temps, c'est ce qui fait son charme, parce que voilà, cette angoisse du microbe, voilà, alors vraiment assez amusant, on va dire, en tout cas. Alors, et Charles, quant à vous, par rapport à la mort du père, qui intervient à peu près à la moitié du livre d'ailleurs, qui n'est pas forcément un déclencheur pour commencer la boxe, hein, mais qui est un déclencheur au contraire pour gagner ce titre de champion d'Allemagne. Racontez-nous cette transposition peut-être. Effectivement, Rukili, il commence la boxe très jeune, hein, je crois qu'il commence à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, je crois que ça serait plus compliqué, et puis, donc, et c'est vrai que la figure de son père est importante à deux niveaux. Premier niveau, c'est vrai que quelque part, son père était quelqu'un qui était très patriote. Il était allemand, il se sentait allemand. C'est un Tzigan, hein, mais un Tzigan allemand, comme je disais tout à l'heure, ils étaient euh, totalement intégrés. Lui, il travaillait à la police fluviale de Hanovre. Donc, voilà, il était persuadé qu'il était un Allemand comme un autre. Et donc, quelque part, à la mort de son père, Rukili, il a envie de devenir champion d'Allemagne aussi quelque part, pour lui, comment dire, pour rendre hommage à son père, en fait, pour essayer de le, de le rendre fier depuis l'au-delà, quelque part. Donc, ça, c'est le premier rôle que tient le père de Rukili. Mais il a aussi un deuxième rôle, c'est que quand les choses commencent à devenir compliquées en Allemagne pour les Juifs notamment et pour bientôt les gens du voyage, il faut savoir que Rukili, un de ses meilleurs amis, c'est Eric Selig, c'est un boxeur juif. D'ailleurs, juste une petite aparté, je trouve ça assez pas rigolo, mais c'est quand même bizarre. Quand Adolf Hitler arrive au pouvoir, les deux boxeurs allemands les plus qui sont champions, c'est un juif et un tzigan. Donc, on peut imaginer que
il n'était pas forcément content de cet état de fait. Ceci dit, donc quand les choses commencent à se compliquer pour ces populations-là, Eric Selig, lui, va voir Rukeli, il lui dit il faut quitter l'Allemagne. Voilà, il faut partir. Aujourd'hui, ils s'en prennent aux Juifs et ils vont pas tarder à s'en prendre aussi aux Tziganes. Donc, il faut s'enfuir. Et lui, Eric Selig, il s'enfuit en France. Et lui, il va mener une carrière après la Deuxième Guerre mondiale d'un boxeur de très haut niveau. Il va combattre aux États-Unis, au Madison Square Garden, il va combattre un petit peu de partout. Par contre, Rukeli, lui, il ne part pas. Et c'est vrai que je me suis Parce que son père est mourant, notamment. ça, pareil, il y a rien qui le, j'ai pas trouvé de traces de ça, mais j'ai mis en fait en lien les dates et on s'aperçoit assez facilement que quand Eric Selig lui dit ça, c'est le moment où son père est mourant et c'est aussi des Tziganes, donc ils ont une famille très nombreuse. Pour eux, c'est des gens du voyage, mais en même temps, eux, ils sont intégrés en Allemagne, ils vivent dans des appartements, et ça devient très compliqué pour eux, là, de bouger, du coup. Et lui, il ne s'en va pas, et moi, je pense que c'est parce que son père, justement, il a une maladie des poumons, il ne peut absolument pas bouger, et je pense qu'il reste, parce qu'il ne peut pas abandonner sa famille. Je veux dire, pour les gens du voyage, pour les Tziganes, la famille, c'est quelque chose de fondamental. Et pour lui, c'est totalement impossible d'imaginer de laisser son père, de laisser sa mère, de laisser ses frères et sœurs euh, et de s'enfuir en France ou aux États-Unis. Donc, effectivement, donc son père a ces deux. Il intervient finalement à ces deux niveaux. Quelque part, c'est lui qui le retient en Allemagne, sans lui dire, bien sûr. Et quelque part, c'est ce qui fait que Rukeli décide malgré tout ce qui se passe, d'aller au-delà de la peur, voilà, et au-delà de l'horreur même, et de combattre jusqu'au titre de champion de boxe des mi-lourds d'Allemagne. Voilà. Donc, voilà, le rôle du père, il se situe à ce niveau-là. Mais il est fondamental, je pense, quand même, euh, pour comprendre un petit peu. Parce que c'est vrai que quand on lit le livre, on se dit, mais pourquoi ils s'en vont pas, en fait, ces gens-là? Et c'est vrai que, alors nous, on connaît l'histoire. Hein. Ils Aujourd'hui, étaient c'est rares. Ils étaient rares, ceux qui s'en allaient. ben Ouais. oui, ils étaient rares parce que pour eux, ils se sentaient allemands. Et puis d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que là aussi, je fais une petite aparté, mais elle est importante, parce que ce livre, il parle aussi du génocide des gens du voyage, on n'en parle jamais. Tout le monde sait que le génocide des Juifs s'appelle la Shoah, le génocide des gens du voyage s'appelle le Porajmos, personne n'en parle. Le Porajmos, ça veut dire la grande dévoration. Il y a eu entre 200 000 et 1 million de morts dans leur population. Juste pour faire encore un truc moi que j'ai découvert et qui m'a bouleversé, le premier monument qui a été érigé à la mémoire des gens du voyage qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale est sorti de terre en 2012, donc il y a 11 ans. Donc je ne sais pas si vous imaginez. Donc on les a totalement oubliés, on les a totalement zappés. Ils n'étaient pas invités au tribunal de Nuremberg. Voilà, donc ça c'est un fait. Et donc je voulais aussi parler des gens du voyage et de voir aussi et de mettre comment dire, de montrer que les nazis, par rapport aux juifs, depuis le démarrage, ils étaient assez clairs. Ils savaient qu'ils voulaient les exterminer. Et je pense qu'il n'y a jamais eu l'ombre d'un doute chez eux, malheureusement. Euh, Vis-à-vis des Tziganes, ils ont fait que ils ont hésité tout le temps. C'est-à-dire un jour, ils décidaient de les exterminer comme les juifs. Une semaine après, ils décidaient de garder certaines familles parce qu'ils les trouvaient plus pures que les autres. Ils ont même imaginé comment dire, de les inscrire au patrimoine national comme des immeubles, en fait, comme des objets. Donc, et après, la semaine d'après, ils décidaient, bon, mais finalement, on va tous les exterminer. Il faut savoir qu'en septembre 1939, Hitler les a intégrés dans la Wehrmacht parce qu'il avait besoin de bras. Et là, il s'est rappelé, il s'est dit, tiens, bon, c'est quand même des hommes. Donc, ils les ont intégrés dans la Wehrmacht. Rukeli s'est battu en Pologne, en Belgique, en France et sur le front russe où il a été blessé. Donc, c'est que à partir de 1900, de fin 42, début 43, que là, ils ont décidé d'exclure tous les Tziganes de l'armée allemande et de les mettre dans des camps. En fait. Donc, eux, ils ont été tout le temps euh,
l'objet de ces hésitations constantes. Donc c'est pour ça aussi que bah, ils se sont pas enfuis. C'est pour ça aussi, mais il y a aussi beaucoup de Juifs qui sont pas partis parce que nous aujourd'hui on a envie de crier, on aura envie de leur dire de s'en aller, mais eux ils connaissaient pas la suite de l'histoire. Hein. Voilà tout ce qui est camp d'extermination, c'est arrivé par la suite, c'est arrivé de façon très insidieuse. Je le raconte dans le livre, hein, ça a commencé par ces camions. Euh, des camions avec à gaz quoi où ils tuaient les gens dans des camions euh, donc voilà ça s'est fait de façon très insidieuse et lui il a essayé de rester comment dire c'est ce que je disais au démarrage de rester vivant déjà et de protéger sa famille parce que ça je l'ai pas dit mais il a divorcé de sa femme Olga il venait juste d'avoir une petite fille qui s'appelle Rita et il a divorcé pour éviter qu'elle connaisse le même sort que les gens du voyage. Donc lui, il a essayé d'aller jusqu'au bout de ça. Il a essayé je pense, de protéger sa famille et il a essayé de survivre. Et il a essayé surtout de rester le plus digne et le plus humain jusqu'au bout. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre hein, pour ces gens-là parce que euh, malheureusement, ils s'étaient pris dans un piège. Il n'y avait plus d'issue, quoi. À partir de 43, il n'y avait plus d'issue pour personne, en fait. Anne, c'est à toi. Je ne sais pas si tu as une question pour Charles ou Johan. Bonsoir, j'ai une question pour les deux et pour Louis aussi, parce que je trouve que, d'abord, moi, je trouve que sur les photos, alors je sais, on voit pas mes livres, c'est flou, mais je sais plus enlever le flou. Je trouve que ces deux hommes ont quelque chose de commun dans le regard, le nez assez fort, les lèvres bien dessinées, puis cette détermination donc, qui se voit, Anthony l'a dit sur les photos. Et puis après, j'ai beaucoup aimé les deux livres. Pourtant, bon, d'abord, tout d'un coup, je me suis pris à aimer la boxe parce que je trouve que c'est un artiste et puis presque un danseur. Enfin, c'est ce qui fait sa particularité. Euh, et puis, ils ont tous les deux un destin extraordinaire avec un contexte politique qui est quand même fort, violent. Et puis leur mort, parce que enfin, c'est pas dévoilé quoi que ce soit de dire qu'ils ont tous les deux une mort violente. Et je me suis demandé, la question elle est pour Louis, est-ce que c'est le hasard qui fait que ces deux livres ont quand même beaucoup de points communs sortent en même temps? Est-ce que c'est parce que vous avez reçu les manuscrits en même temps, ou est-ce que c'est le début, alors Sophie a posé la question à Charles, mais est-ce que c'est le début quand même d'une collection ou voilà. Ça c'est la première question. La deuxième question c'est pour vous Johan et Charles pour ce contexte politique justement est fort intéressant et très très compliqué. Enfin, c'est ce que Charles vient d'expliquer sur toute cette alternance finalement du pouvoir vis-à-vis des tziganes, mais c'est vrai aussi en Russie au début du XXe siècle où finalement les mouvements, enfin c'est très intéressant de voir comment les intellectuels sont considérés et en plus ça peut changer du jour au lendemain. Est-ce que finalement ce contexte politique est pas aussi à la source enfin, n'est pas ce qui rend ces personnages encore plus grands et plus intéressants. Est-ce que vous vous êtes posé la question de ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas vécu dans ce contexte? Voilà. Donc, j'ai trois questions, en fait. Et quatre, si on y réfléchit bien, il y en a peut-être quatre ou cinq. Oui, voilà. Alors, je sais pas si Louis, il est là, il est toujours là? Et il est là. Il a l'air là, oui. Anne le surveille. Mais il faut que tu branches ton micro, Louis, je pense. Parce qu'on t'entend pas. Bon, alors en attendant, Ah, pardon, il excusez-moi. est là, il est là. Merci pour cette excellente question. Bah, ça reprend à peu près ce que disaient Charles et Johan sur leur couverture. La couverture de Rukeli avait été identifiée plus tôt, puisque c'est vraiment la photo la plus connue de Johan Trollmann. Et pour ce qui est de la couverture de Johan, effectivement, les deux livres sortant tous les deux à la rentrée littéraire, c'était deux livres sur lesquels on misait beaucoup. On trouvait intéressant que les couvertures se répondent un petit peu, étant donné, comme tu le disais, Anthony, il y a quelques similitudes dans l'approche de ces romans enquête sur des personnages marquants dont l'histoire aurait parlé
plus ou moins en fonction de qui ils sont. Et donc, ouais, on trouvait que c'était intéressant. Et comme vous le disiez aussi, c'est vrai que pour Mayakovsky, c'était plus difficile puisque en plus d'être un personnage truculent, c'est vrai que toutes les photos de Mayakovsky, il a l'air un petit peu effrayant. Il a un regard qui est celui qu'il a sur cette couverture. Et donc, oui, on a trouvé celle-là avec ce style vestimentaire tout à fait particulier, qui rappelle aussi sa période un petit peu espion. Et on trouvait intéressant que les deux couvertures se répondent. Pour ce qui est de la suite, comme vous le disiez, nos deux auteurs, c'est eux qui choisiront les livres qu'ils voudront porter, et puis nous, on les accompagnera. C'est bien évidemment eux qui auront le dernier mot sur le genre, à proprement parler, littéraire, dans lequel ils voudront se lancer pour la suite. On en a déjà parlé avec les deux, et on vous réserve plein de belles surprises, évidemment. Merci. Alors, les questions, donc maintenant, pour les deux auteurs, pour Charles et Johan. Donc, bon, je peux peut-être commencer, mais effectivement, je trouve que enfin, en posant la question, vous y répondez un peu. Moi, je suis assez d'accord avec vous, d'ailleurs, sur c'est un peu comme pour je m'intéresse beaucoup au lien entre art et politique, et souvent, en fait, c'est les circonstances qui font un peu les grands hommes d'État, et je pense que c'est les circonstances aussi qui font les grands personnages. Et je pense effectivement, moi, que par exemple, les deux personnages que j'ai étudiés dans mes deux premiers romans, il y a voilà, cette musicienne japonaise qui est aux prises avec les nazis, et qui va vivre voilà, une aventure un peu extraordinaire, et qui va être, à mon avis, transformée par ça. Et sans doute que si elle avait eu une vie classique au Japon, sans ces circonstances-là, elle aurait été tout autre. Et Mayakovsky, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je pense que la confrontation, à la fois une période très dure, mais aussi un pouvoir très dur, le transforme. C'est-à-dire que, pour faire simple, quand en fait Mayakovsky, ce que je vous expliquais, donc avec la mort de son père, il a vécu avec sa mère à Moscou, mais dans la grande pauvreté. Et c'est un peu ce qui l'a conduit à devenir socialiste, alors qu'il n'était pas forcément programmé pour ça, puisque son père était garde forestier, ancien militaire. Donc, objectivement, il n'avait pas une vocation de socialiste comme ça spontanément. Il a grandi dans un petit village de montagne. Et je pense que la pauvreté l'amène à ça. Et il devient révolutionnaire parce que, aussi, sous le tsar Nicolas II, en fait, tout est très contrôlé au niveau de la production culturelle, etc. Donc, il n'arrive pas à publier ce qu'il veut et dire ce qu'il veut. Et quand il y a la révolution russe, avec les bolcheviks et Lénine, en fait, il a la naïveté de croire que tout va changer, en fait, que la révolution politique va aussi être la révolution des arts. Et très vite, il s'aperçoit, en fait, que les bolcheviks, bah, ils contrôlent tout, que c'est quand même un peu des dingues. Et là, il se heurte au pouvoir, en fait, et à sa liberté. Et donc, ça le forge, et ça forge un caractère qu'il a déjà très fort. Parce qu'il est très éruptif, il est très grand, il a pas peur de la mort, il joue même souvent à la roulette russe, voire il fait des tentatives de suicide un peu amoureuses, etc. Donc il a un rapport très ambivalent à la mort, mais il en a absolument pas peur. Et en fait, ce rapport au pouvoir bolchevique, à Lénine, le transforme, parce qu'il a aussi ce côté un peu mégalo, où il se dit l'artiste est au même niveau que le politique, que Lénine. Et, euh, et donc, il se confronte vraiment à Lénine, ce qui est quand même un tour de force à l'époque, puisque la plupart des artistes sont déportés ou tués sur commande de Lénine. Et lui, à aucun moment, n'a peur de ça. Même son meilleur ami, qui est Boris Pasternak, lui dit, parce qu'à un moment, il met un procès quasiment à Lénine, et Boris Pasternak, ça c'est vrai pour le coup, vient vraiment affoler chez lui un matin en lui disant, mais il faut que tu retires ta plainte, sinon tu vas mourir. Et lui répond, mais quoi de plus banal que la mort? Et il continue, donc il continue ça. Donc en fait, vous avez tout à fait raison. Je pense que les périodes font aussi les grands artistes. C'est vrai sur ces personnages-là de ces romans, mais après c'est vrai aussi sur plein de personnages en France, sur ces périodes de la guerre, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai, je vous rejoins,
sans dire que c'était mieux avant, parce que je suis quand même encore assez jeune, donc c'est pas mon propos, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la période est un peu plus fun, un peu plus lisse, un peu plus, vous voyez, marketing gestionnaire. Il y a moins de figures qui émergent, je trouve. Alors, ça veut pas dire que ça va pas revenir ou qu'on va pas trouver les codes. J'en sais rien, sur les sujets écologiques ou autres, ou de paix dans le monde, il y a des vrais sujets, mais je trouve que voilà, les périodes comme celle-là font des personnages marquants, forts, complexes, et les périodes peut-être plus pacifiées génèrent moins de ce type de personnages. Mais enfin, c'est subjectif, et je ne dis pas que j'ai raison, peut-être que je me trompe, Il est mais je intéressant ce débat. Je voyais Charles qui dodelinait aussi, c'est Ouais. intéressant. Je pense que vous Ah, avez des mais là, on n'est pas d'accord. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'en effet, la période cristallise aussi la nostalgie, peut-être, notre nostalgie finalement. Alors, nostalgie, c'est peut-être pas forcément le bon mot parce qu'on n'a pas forcément envie de vivre en 39-45, mais en tout cas, le fait de se projeter avec des photos aussi en noir et blanc qui accentuent aussi le côté nostalgique et extrêmement puissant, peut-être, des personnages qui en émanent. Mais je laisse Charles répondre, bien sûr. Non, non, moi je dodelinais en disant que la période était plus calme. Moi, j'ai peur qu'on soit à l'orée d'une période pas très calme, justement, et c'est ce qui est inquiétant d'ailleurs. D'ailleurs, moi, c'est une des choses qui m'a marqué, c'est en travaillant sur cette période-là du, de la République de Weimar, du Troisième Reich, là, c'est de voir que les choses, il y a toujours les mêmes réflexes quelque part. Les humains, ils changent pas beaucoup finalement, hein. Non, moi, c'est juste. Moi, je préférerais qu'on soit dans une période très calme, et même s'il y a moins de génie, c'est pas grave. Mais, mais non, mais c'est vrai que voilà. Après, sinon, pour répondre à la question aussi, oui, Rukeli, il est totalement lié à cette histoire-là, à la grande histoire. D'ailleurs, le roman, il est fait en sorte que, à chaque fois, l'avancée de la vie de Rukeli est comment dire, en miroir avec la grande histoire, et les éléments qui surviennent à ce moment-là ont une influence aussi sur lui et sur les hommes, hein. Et donc, oui, Rukili, il est totalement intégré dans cette histoire-là. S'il n'avait pas vécu à cette époque, on ne sait pas ce qu'il aurait fait. Moi, je suis persuadé, vous savez, on a l'exemple de Mohamed Ali, hein, avec le Vietnam, les prises de position fortes qu'il a eues. euh, voilà, et je pense que Rukili, il a quand même fait un acte quand même incroyable. Je ne sais pas si vous imaginez quand même, c'est que en juillet 33, quand il va combattre pour le titre de champion d'Allemagne des mi-lourds, ce même titre qu'on lui a enlevé 15 jours avant, parce que en arguant du fait qu'il dansait justement trop sur le ring, parce que c'était un des premiers boxeurs à être très mobile sur un ring. Donc, ils ont changé les règles de la boxe exprès pour qu'il ne puisse pas être champion d'Allemagne. Donc, lui, sachant ça, le jour du combat, il savait très bien qu'il allait perdre ce combat, puisque sa principale force, c'était la mobilité. Et là, les autorités allemandes avaient décidé que dorénavant, il faudrait combattre les pieds sur le ring, sans les bouger, et en les bougeant le moins possible, et en évitant les coups que par des mouvements du buste et de la tête. Donc lui savait qu'il allait perdre ce combat. Et ce qu'il a fait, ce jour-là, en juillet 33, dans son vestiaire, il s'est teint les cheveux en blanc et il s'est recouvert le corps de talc, et il est arrivé tout blanc, tel un clown blanc, il a traversé la salle et il est arrivé sur ce ring, dans cette salle qui était une des plus grandes salles de boxe d'Europe à l'époque, où il y avait tous les officiels nazis qui étaient conviés. Il est arrivé là et il s'est planté au milieu du ring. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Là aussi, on parlait de côté cinématographique, elle est juste invraisemblable. Il faut avoir un courage monstrueux pour pouvoir faire ça, je pense. Et il s'est planté là, et au bout du troisième round, il a refusé de combattre, il s'est laissé mettre KO. Donc, rien que cet acte, euh, alors ça, c'est une partie de sa vie, mais c'est peut-être la partie
qui est la plus connue, malgré le fait qu'on la connaisse mal. Mais rien que cet acte-là, il est tellement invraisemblable, il est tellement fort qu'on peut se dire que dans une autre période plus apaisée, il aurait, parce qu'il est mort jeune lui aussi, hein, il aurait pu peut-être faire quelque chose. On ne sait pas, mais je pense quand même que que c'était un personnage qui avait de la force, qui avait du charisme. Euh, Ils ont effacé tout ce qui avait trait à Rukeli, hein, les nazis, hein, parce que ils souffraient de savoir que, comme je le disais tout à l'heure, c'était la coqueluche du public. Donc, on n'a gardé que les articles des journaux nazis qui le traitaient de métèque, de singe, qui se moquaient de sa façon d'évoluer sur le ring. Il disait que c'était une façon de boxer qui n'était pas aryenne. Il le traitait, il disait que sa façon ils lui ont même reproché le fait d'avoir pleuré quand on lui avait remis le titre de champion d'Allemagne. Vous imaginez? Donc, donc ils ont fait en sorte de garder les seules traces qu'ils ont gardées de lui, c'est quelque part, c'est les insultes qu'ils lui ont adressées pendant des années. Mais je pense, ouais, effectivement, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Mais en plus, c'est possible aussi qu'il n'ait, que dans une situation plus calme, qu'il ait fait une carrière de boxeur tout à fait normale, parce que c'était aussi un Zigan, et c'est vrai que ces populations-là, à ces époques-là, euh, voilà, elles n'essaient pas forcément de se mettre devant de la scène, hein. Ils étaient quand même, avant les nazis, ils étaient déjà un petit peu embêtés régulièrement, hein. Je vous rappelle qu'on a inventé les carnets anthropométriques pour eux, hein, exprès pour eux, hein. Ouais. Donc voilà, on ne sait pas, on peut pas savoir ce qu'il aurait vécu, on peut pas savoir qui il aurait été, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui, au moment où il aurait pu rentrer dans le rang, ben, il a décidé, à la face du monde entier, quelque part, de prendre le risque suprême de mettre sa vie en jeu pour exprimer son refus et son mépris de ce qui se passait en Allemagne à cette époque-là. Et moi, je trouve que c'est quand même assez incroyable. Je ne sais pas s'il y a eu... Alors, il y a eu d'autres exemples, hein. Owens, Comment? Jesse Owens, ça m'a Alors, beaucoup Jesse fait penser à Owens, Jesse Owens. aux Jeux Olympiques, ouais. Et alors, c'est vrai qu'il y a eu mais lui, il a vraiment pris le risque de disparaître dans l'histoire. C'est ce qui lui est arrivé. Après, il y en a beaucoup qui ont pris des risques aussi, mais ils savaient qu'ils étaient dans un environnement où ils risquaient pas forcément leur vie. Lui, je pense qu'il a, un peu comme Mayakovsky, je ne sais pas s'il avait peur de la mort ou pas, mais en tout cas, il a pas eu peur de s'y frotter, en fait, et de l'affronter, quoi, en tout cas. Et en tout cas, il a prouvé par ses actes, à chaque fois, en fait. Et on apprend beaucoup de choses sur la boxe, notamment que la boxe était interdite en Allemagne par opposition à l'invention par les Anglais. Ça, c'est aussi très intéressant. Et on apprend aussi que dans Mein Kampf, qui signifie mon combat, et il dit tout simplement cette phrase, il se fait la réflexion que Mein Kampf pourrait être le titre de l'autobiographie d'un boxeur. Oui. Et ensuite, dans le texte en lui-même, je cite le texte, dans un état raciste, l'école consacrera infiniment plus de temps aux exercices physiques. Aucun sport ne développe comme la boxe l'esprit combatif, les choix fulgurants et la souplesse d'un corps dur comme la trempe de l'acier. Ça rappelle aussi fortement le régime de Vichy, notamment sur le sport. Mais c'est vrai que ce passage-là, il est aussi marquant de montrer à quel point la boxe représente le côté arien du nazisme. Et je ne savais pas que ce passage-là était dans Mein Kampf. C'est encore très bien trouvé. Ouais. Bravo, Et Charles. ce qui est fou, c'est qu'en 1908, enfin en 1908, il commence la boxe peut-être en 1916, ouais, ça doit être ça, en 1915-1916. Là, la boxe en Allemagne, elle se fait dans des arrière-cours. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'était le sport de l'ennemi anglais, donc ils ne voulaient pas en entendre parler. Par contre, avec l'arrivée du nazisme, eux, ils avaient un culte du sport, de la violence. Ils avaient une grande admiration justement pour le sport, hein. On peut faire le lien avec le nageur Nakache qui était le nageur français qui a été déporté à Auschwitz avec toute sa famille et il s'amusait à le faire nager dans des bassins d'eau saumâtre. Voilà, ils avaient ce culte des sportifs et notamment Hitler et notamment dans Mein Kampf, effectivement,
où il prône effectivement, et c'est lui qui, quelque part, qui remet la boxe vraiment à l'honneur, et ça devient après un sport national, adulé. À cette époque-là, la boxe, c'est un des plus grands sports, hein, en fait. Hein. Et les champions de boxe sont des héros, quelque part. Et, et effectivement, et lui, Ruki Lee, il part du moment où il commence la boxe, c'est un sport un petit peu voilà, derrière-cour. Et puis petit à petit, c'est un sport qui rentre dans la lumière, mais parce que il incarne les valeurs que veulent mettre en avant les nazis, notamment Adolf Hitler. Ce culte du corps, de la force, des Ariens. Voilà. Par contre, lui, ce qu'il pouvait pas, en écrivant ça, c'est qu'il pouvait pas imaginer qu'effectivement, ces champions de boxe, quand il allait se retrouver au pouvoir quelques années plus tard, seraient des juifs et des tziganes. Enfin, en tout cas, un juif et un tzigane. Donc voilà, c'est un petit peu le pied de nez de l'histoire. Et quant à vous, Johan, on a parlé tout à l'heure de Boris Pasternak, mais on n'a pas encore parlé de Maxime Gorky, qui tient un rôle important, qui met Maïakovski sur le devant de la scène. Et malgré ça, il ne trouve pas d'éditeur, Maïakovski. Ça, c'était intéressant aussi. C'est aussi de le signaler. J'aimerais que vous nous parliez de ce côté d'adoubement qu'a Gorky envers Maïakovski. Ouais, c'est vrai à cette époque-là, Maxime Gorky est vraiment un des plus grands écrivains vivants de Russie, qui est très, très respecté. Euh, et, euh, et effectivement, c'est amusant parce qu'à cette époque-là, enfin, ça renvoie. C'est pour ça que le thème m'intéressait aussi en contrepoint sur l'édition et l'écriture. Et à cette époque-là, les poèmes de Mayakovsky sont tellement inclassables, en fait. Qu'aucun éditeur n'est vraiment intéressé. Alors, à la fois inclassable et en même temps un peu provoquant. Et Maïakovski commence à attirer l'attention le jour où cet immense auteur de Russie, très respecté, entend Maïakovski prononcer un poème devant lui et dans un café littéraire où, là encore, des écrivains viennent lire leurs textes ou des poètes. Et à un moment, tout le monde se moque de lui. Et Gorky, qui est très respecté, se lève, demande le calme et dit ne vous moquez pas, il y a là une voix ou un écrivain qui est en train de naître. Et cet adoubement, en fait, change complètement le regard du monde littéraire russe sur Mayakovsky euh, et lance un petit peu sa carrière sans pour autant qu'il trouve un éditeur. Donc, c'est le mari de sa muse, Lily Brick. Donc, aussi Brick, il l'éditera au départ. Mais effectivement, ça a été très difficile. Et ensuite, par la suite, quand les bolcheviks arrivent au pouvoir, il n'y a plus qu'une seule maison d'édition. Puisque les bolcheviks ont envie de contrôler tout ce qui est publié, puisqu'évidemment, le texte et l'édition peuvent être de la propagande d'une manière générale, y compris anti-bolchevique, etc. Et donc, ils se disent, bah, finalement, le meilleur moyen, c'est de supprimer toutes les maisons d'édition et d'en faire qu'une seule. Des fois, je dis ça à Louis aussi, si on faisait qu'une seule maison d'édition en France, ça serait plus simple. Et évidemment, une seule maison d'édition, c'est quand même beaucoup plus problématique parce que ça fait moins de place pour les auteurs et surtout, il faut montrer patte blanche pour être édité. Et donc, il a le plus grand mal à être édité. Il va réussir, mais cette maison d'édition ne lui paiera pas ses droits d'auteur, etc. Donc, il fera un procès retentissant, etc., etc. Donc, c'est vrai que euh, euh, enfin, voilà, il y avait ce côté un peu amusant pour moi de regarder aussi, vous voyez, cet univers de l'édition en Russie très foisonnant, puis avec cette maison d'édition d'État qu'ils appelaient unique, et effectivement ce rôle que peut jouer un père respecté qui vient adouber un travail, là où beaucoup de professionnels du secteur n'osent pas formuler un avis ou pire se moquent. Et parfois, il suffit, vous voyez, juste d'un avis un peu qualifié pour vous sortir du lot. Et je trouve que c'est une belle métaphore le travail d'auteur ou en tout cas d'écrivain, parce que bah, souvent, sur un premier roman, vous écrivez, et vous savez pas du tout ce que vous produisez, ou en tout cas la qualité de ce que vous produisez. Et c'est quelque chose de très subjectif, quoi. Donc,
il y a parfois voilà, un éditeur qui va vous dire, bah, là, il y a une voix, il y a quelque chose, on prend, et d'autres qui vont dire, bah, on perçoit pas ça, etc. Donc, je trouvais vraiment ça intéressant voilà, d'avoir cet aspect non seulement autour de comment lui crée ses textes et sa poésie, mais aussi comment il la diffuse et à quel prix et avec quelle compromission, parce qu'en réalité, pour arriver à la diffuser dans la maison d'édition de l'État, c'est là où il se compromet un petit peu avec les bolcheviks et avec Lénine, pour donner le change, faire un peu de promotion, dire pas trop de mal d'eux, et donc, entre guillemets, il est un petit peu acheté pour être édité. En tout cas, c'est pas argent ou pétrole contre nourriture, mais tu dis du bien de nous et on t'édite. Donc il y a aussi voilà ce questionnement autour de ce qu'on est prêt et de jusqu'où on est prêt à aller pour voilà atteindre son objectif, ses rêves, etc. Et voilà, c'est vraiment du coup des ressorts psychologiques intéressants pour lui, qui renvoient notamment à son besoin absolu de reconnaissance et à ses failles personnelles où il a absolument besoin de se sentir reconnu et donc édité. Parce que pour lui, la reconnaissance passe par l'édition et la visibilité de son travail. Et là aussi, c'est un vrai débat. C'est d'ailleurs hyper intéressant qu'il est adapté au cinéma Martin Eden de Jack London, moi, qui est un de mes livres préférés, parce que Martin Eden, à la fin, c'est ça, quoi. C'est cet écrivain euh, voilà, qui en vient à se questionner en disant, mais à un moment donné, il devient célèbre sur un livre et en fait, toutes les maisons d'édition s'arrachent tous ces livres alors que toutes les avaient rejetés. Et il se demande, mais en fait, c'est le même Martin Eden, c'est les mêmes romans que j'avais prononcés. Rien n'a changé, c'est juste entre guillemets, la notoriété va à la notoriété, le succès va au succès. Mais la qualité intrinsèque de mon œuvre n'a pas absolument pas bougé. Et tous ces gens qui disaient que mon travail était nul, pas au niveau, etc., maintenant se l'arrachent à prix d'or. Donc voilà, il y a tout ce débat sous-jacent que je trouvais intéressant de mener au-delà ou à côté ou dans la personnalité de Vladimir Mayakovsky. Alors, j'ai une dernière question qui s'adresse à tous les deux, mais elle est issue d'une phrase dans le livre de Johan. C'est dans un chapitre sur Nicolas Asseyev. Je ne sais plus qui parle, parce que tout est mêlé, forcément. Je ne sais pas si c'est réel ou pas, et peu importe au final J'ai si c'est inventé. réel. Mais cette phrase est la suivante. Une œuvre d'art n'est bonne que quand elle naît d'une nécessité. Cette origine et sa valeur, elle seule, est juge. Est-ce que pour vous aussi, la nécessité est le prémisse de la création une œuvre d'art, mais également une œuvre culturelle au sens large, comme l'écriture d'un roman ou d'un roman enquête? Est-ce que pour vous, c'est la nécessité qui doit primer? Bah, je sais pas si c'est la nécessité, je pense que c'est très personnel, mais euh, je pense effectivement que, et c'est pas une nécessité pour les autres, mais c'est une nécessité pour soi, je pense. En tout cas, moi, enfin, j'ai toujours écrit, mais quand je me suis mis vraiment à écrire sérieusement, entre guillemets, c'est-à-dire sérieusement, j'entends tous les jours et régulièrement, je pense que ça correspondait à un moment où il y avait une nécessité dans ma vie, c'est-à-dire que c'était la seule activité qui me faisait du bien ou qui m'apaisait. Donc je pense qu'il peut y avoir vous voyez, une nécessité personnelle, euh, presque un peu vitale, mais en fait qui regarde que soi. Ça renvoie aussi à ce qu'on se disait juste avant, on peut avoir cette nécessité d'écrire et ne pas le partager et pas le diffuser. Donc moi, je dirais effectivement que ça répond à une nécessité. Et après, il y a deux voies. Il y a la voie où ça reste pour vous et où ça vous fait du bien et où de toute façon, vous n'avez pas cette envie de le partager. Et puis il y a une voie où c'est un peu plus diffusable, partageable. Et où ensuite ça vous amène autre part. Mais je pense que s'il n'y a pas quelque chose un peu de vital qui vous anime, peut-être que vous avez quelque chose vous pouvez produire, vous pouvez créer, mais vous avez quelque chose sans doute de moins sensible
ou avec peut-être comment dire, une puissance ou une force un peu moindre. Enfin, donc moi, enfin voilà, je pense en tout cas, on le sent. Je pense que dans les œuvres qui marquent ou qui touchent, je crois enfin, on sent vraiment l'implication personnelle ou l'impact personnel ou la nécessité personnelle. Et si c'est fait juste mécaniquement, je trouve qu'on le sent généralement dans des œuvres très mécaniques, parfois même commerciales ou qui répondent à des commandes. Charles disait, moi, j'ai jamais répondu à une commande, mais je pense que ça se sent parce qu'il n'y a pas l'élan personnel et il n'y a pas l'élan sensible. Donc, c'est pas obligatoire, mais je pense que si on est animé par ça, qu'on écrit quasiment tous les jours, qu'on met 3 ans pour faire un roman, je pense qu'il y a forcément quelque chose de très très fort qui vous anime. Mais j'ai pas la prétention de dire que c'est une nécessité, vous voyez, qui irrigue les autres, quoi. C'est juste pour soi personnellement. Et après, si d'autres personnes se retrouvent dans ce qui est écrit, dans le thème ou dans la manière dont c'est fait, et qu'ils le transposent à leurs propres enjeux, à leur propre vie, enfin, ce qui est mon cas en tant que lecteur aussi, c'est tant mieux, mais je pense que c'est d'abord quelque chose d'une nécessité juste personnelle. Et Voilà ma réponse. Charles, quant à vous, et après votre réponse, évidemment, je n'oublie pas que vous devez nous lire un extrait pour terminer en beauté cette rencontre. Bah, moi, j'ai la même réponse que Johan. Pour le coup, c'est vrai que euh, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein. Bah, en tout cas, pour moi, c'est une nécessité. Et si, par exemple, j'ai une idée de sujet, et que je le laisse un petit peu maturer, si je vois que voilà, ça correspond pas à une nécessité pour moi, hein, j'entends. Je sais que je vais pas aller jusqu'au bout, donc je vais pas y aller. Donc, euh, une œuvre d'art, en fait, faire de l'art, c'est ça, en fait. C'est tellement impliquant, il faut tellement faire de sacrifices, il faut tellement mettre de soi dedans que, effectivement, moi, j'arrive pas à imaginer comment ça pourrait être quelque chose ouais, de mécanique et qui ne corresponde pas, qui ne répond pas à une nécessité. Donc, pour moi, voilà, c'est clairement ça. Et puis après, la nécessité pour les autres, effectivement, euh, ça, moi, je l'ai peut-être un petit peu ressenti avec Danser encore, parce que c'est vrai que je suis très fier de l'avoir écrit, ce bouquin, et je suis content qu'il existe, parce que c'est juste mettre, mais avec beaucoup d'humilité, un tout petit éclairage sur ce personnage et sur les gens du voyage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà, je voulais contribuer vraiment à ma toute petite mesure de pouvoir juste voilà, mettre un petit éclérage dessus. Euh, Parce que ouais, moi, je trouve on parle beaucoup de wokisme, de rapport à l'histoire, à notre histoire. Voilà, moi, je pense qu'il y a des choses qu'on oublie un peu vite, et il y a des choses qu'on a envie, que certains ont envie qu'on oublie encore plus vite. Donc, je pense que c'est aussi quelque part un des rôles de l'artiste, hein, qu'il soit sculpteur, de metteur en scène de théâtre, cinéaste, ce que vous voulez, ou musicien, chanteur, écrivain, bien sûr, de pouvoir peut-être contribuer aussi à faire passer des messages, à rappeler des choses, voilà, mais vraiment, et moi je dis ça en toute humilité parce que j'ai pas du tout la visibilité, et voilà, je j'ai pas la prétention de pouvoir faire plus que ce que j'ai fait. Mais en tout cas, je suis content d'avoir fait ce petit travail là, enfin ce gros travail pour moi, mais ce petit pas là. Et voilà, donc là, effectivement, pour moi là, Danser encore, c'était l'histoire de Rukili, répondait aussi à une nécessité qui me dépassait aussi, voilà, qui était un peu plus grande que la mienne propre. Mais voilà, mais comme je disais, ouais, écrire, je pense que pour les autres arts, c'est la même chose. C'est tellement impliquant, ça entraîne tellement toute une vie. Voilà, je pense pas que c'est quelque chose qu'on puisse faire
de façon en dilettante, quoi. Alors, il y en a qui y arrivent certainement, mais alors, peut-être qu'ils ont des résultats encore meilleurs aussi, ce serait, mais pourquoi pas? Mais en tout cas, moi, je n'arrive pas à l'imaginer. C'est quelque chose que je n'arrive pas à concevoir, en fait. Bon, eh bien, on va terminer cette rencontre avec votre extrait, Charles. Ah, j'ai essayé de faire une réponse longue, je me suis dit, je vais essayer d'éviter l'extrait. Mais non, mais non, mais non. Vous lisez, j'en suis sûr, parfaitement. Alors ouais, donc c'est un extrait et il va pas être très long euh, où c'est un moment où en fait euh, il se, il s'interroge un petit peu. C'est au début du roman en fait, hein, où Rukili s'interroge un petit peu sur leurs conditions de tzigane en fait. Qu'est-ce que ça veut dire être, ça veut dire être tzigane? Donc lui, il a son père qui est, comme je le disais tout à l'heure, qui se sent totalement allemand, bien qu'il soit tzigane à 100%. Mais lui, pour lui, il considère que voilà, qu'ils sont allemands et qu'il ne faut pas se poser 36 000 questions quelque part. Hein, donc voilà. Et il y a sa mère qui a une vision un petit peu plus romantique, on va dire. Voilà. Donc, et c'est ce passage que je vais lire. C'est ce passage avec sa mère, donc Mama Pessi. Mama Pessi, elle, raconte une histoire différente. Quand Rukili va la voir, elle lui dit qu'ils ont quelque chose dans le sang qui ne les rattache à rien ni à personne. Le monde entier est notre jardin. Nous sommes le peuple du vent. Rukili ne comprend pas vraiment ce que signifie le peuple du vent. Mais chaque fois qu'elle prononce ces mots, l'émotion lui serre la gorge et un long frisson, comme un souffle, dévale le long de sa colonne vertébrale. Il imagine que c'est le vent des tziganes qui se lève sur sa peau. Il se demande vers quel avenir merveilleux il l'emportera. Rukeli croit s'acheminer vers cet avenir merveilleux lorsqu'il commence ses premiers entraînements. Pour lui, la boxe est une révélation. Les noms, déjà, le transportent. Rien qu'à les entendre, il se sent vibrer de leur énergie. Riposte, uppercut, jab, crochet, swing, cross, punch, one-two. Et d'autres plus beaux encore. Esquive latérale, pas de côté, pas de retrait, pas glissé, jeu de jambes, les mots de la danse. D'ailleurs, quand il monte sur un ring, il a l'impression de danser. Il se sent léger. C'est presque comme s'il n'existait plus. Il perçoit les mouvements de l'air sur ses épaules et ses avant-bras, le vent, le peuple du vent. Il comprend mieux les mots de Mama Pessi. Mais la boxe, ce n'est pas que de la danse. Il faut aussi combattre un adversaire. Pas n'importe comment. Être à l'affût de l'ouverture entre les rideaux de cuir. L'œil bleu qu'il faut éteindre. Au début, c'est un jeu. Puis ça devient plus que ça. Quelque chose qui a à voir avec une guerre. Rukili pressent que c'est une guerre contre soi-même et qu'on finit toujours par perdre. Alors il danse plus vite encore. Les planches du ring craquent comme le pont d'un navire. La sueur plaque ses cheveux noirs sur ses tempes. Il fait un pas de côté, une esquive. Merci, Charles. Ben, merci à vous d'avoir écouté. Merci. Merci à tous les deux et à Louis, évidemment, qui est toujours là. Il avait dit qu'il partait, mais non, il était là. Il était là. On vous souhaite le meilleur à tous les deux parce que vos deux romans, ils sont véritablement de haute qualité et surtout font apparaître des nouveaux personnages, des personnages qu'on avait peut-être oubliés, qu'on ne connaissait pas et font parler aussi de certaines causes qui méritent qu'on s'y intéresse. Donc, merci à tous les deux infiniment pour vos ouvrages et vos réponses ce soir et votre bonne humeur, votre générosité. On est vraiment ravis de vous avoir découvert pour certains et de redécouvrir de nouveaux romans pour d'autres. Et on a hâte de lire les suivants, mais d'abord, on va se concentrer sur ces deux-là et en parler à plus de monde encore. Merci à tous les deux et à Louis. Merci. Merci beaucoup, Anthony. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci à tous.